All right, merci beaucoup. 45 minutes, on va parler de compétences BIM, qui est je pense que c'est toujours un sujet qui est intéressant, important. Toujours le P dans les 3 P, les personnes, politique, technologie, processus, organisation, mais le P est toujours au centre, les personnes sont toujours au centre, puis les compétences, c'est un gros morceau. Donc, on a un panel, on a 2 présentations, on essaie d'accroître l'interactivité. Fait que je vais faire une présentation, après ça, je vais inviter les panélistes sur scène, puis Mathieu aussi. Mathieu aussi a quelque chose à présenter. Donc, merci à tout le monde d'être là. Merci à l'Université de Sherbrooke pour l'opportunité et aux organisateurs, bien évidemment. Donc, Menti, on va essayer de vous engager un peu de rétroaction. Prenez vos téléphones, allez scanner et on va pouvoir, si vous pouvez commencer à cliquer sur le thumbs up. C'est des questions assez simples, juste pour avoir votre rétroaction. On va pouvoir en parler avec notre panel. Vous allez voir le code. Si jamais vous perdez là, le menti.com, vous allez voir le code en haut de la présentation. Là. Donc, vous pouvez aller sur le site www.menti.com puis utiliser le code qui est là. Donc, je vais commencer. C'est un panel sur les compétences. Est-ce que votre organisation, que vous soyez publique ou privée, possède les compétences BIM nécessaires? Nécessaires pourquoi? Je vous laisse répondre à cette question-là. Nécessaires pour vos projets, nécessaires pour votre organisation, nécessaires pour vos besoins, nécessaires pour vous remplir vos objectifs d'affaires, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Fait qu'on a quand même une salle qui croit que son organisation a les compétences BIM nécessaires. Mais par contre, on a quand même certains ici qui ne croient pas, puis d'autres qui ne savent pas. Donc ça, c'est une des choses. Comment on mesure la compétence, comment on vient voir combien de compétences qu'on a au sein de notre organisation. Donc, quittez pas vos téléphones, ça va revenir après, durant le panel. Donc, je vous présente très rapidement, c'est quoi le portrait des compétences BIM au Québec? Question assez, quand même, un défi à répondre. On a la chance, avec l'Initiative québécoise pour la construction 4.0, vous avez le kiosque juste ici. C'est une initiative supportée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour améliorer les compétences BIM au Québec, la transformation numérique. Donc, on est plus que le BIM, mais c'est transformation numérique. C'est mené par le groupe BIM du Québec de concert avec l'Institut de gouvernance numérique. On a des données qui sont issues de ça. L'analyse que je vous présente provient de 368 organisations. À terme, c'est 800 organisations. Donc, ça va nous donner un portrait quand même intéressant de où on en est en termes d'acquisition des compétences BIM au Québec. Donc, 60 variables socio-économiques et démographiques, 210 variables de développement des compétences BIM. Donc, on vient mesurer sur 210 compétences au sein des entreprises pour faire un profil de compétences. Okay? C'est un profil de compétences générique. Et c'est basé sur de la théorie. Okay? Donc, 8 ensembles de compétences qui sont axés dans la recherche, qui visent, pour mettre en œuvre le BIM, ces 8 ensembles de compétences-là sont importantes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En termes vous comprendrez que c'est une étude, il y a des papiers et tout. Si vous êtes intéressé, je vais vous les envoyer. Je vais juste vous donner les highlights. Un, c'est quelles sont les compétences. Quand on regarde là, toutes les entreprises, on ne vient pas changer par architecte, ingénieur, par localisation, etc. Ça, c'est tous des croisements qu'on a faits par après. On regarde qu'au niveau, par exemple, les compétences de gestion, les compétences de support sont celles qui sont les plus acquises et qui ont quand même une hétérogénéité. Donc, ce qu'on voit ici là, sur ce qu'on appelle un whisker chart, c'est de dire, on a la moyenne, la ligne noire, et ensuite, on a l'étendue des compétences. Ça demeure quand même assez bas. On est en bas du 50%. Donc, 50%, moins de 50% des entreprises qui ont passé à travers l'IQC, qui sont dans cet échantillon-là, ont acquis ces compétences-là. Par contre, les compétences de gestion et de support sont les plus développées. Ensuite, on regarde au niveau des compétences administratives, des compétences opérationnelles, des compétences normatives. En lien avec l'implantation des normes sont relativement basses, en bas de 20% d'acquisition.
pour un ensemble, dans le fond, quand on met tout ça ensemble, en bas de 20 de compétences acquises dans un profil de compétences BIM qui est générique. Okay? Ce qu'on voit quand même, il y a des entreprises qui sont en haut de 60 le petit point, donc il y a des entreprises, bien évidemment, qui sont assez avancées. Et là, quand on vient, on s'entend, là, vous n'avez pas besoin de lire, mais là, c'est chaque compétence. Et là, on voit l'acquisition de chaque compétence. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines compétences qui sont très, très bien acquises, très bien distribuées. Par contre, on voit beaucoup plus de rouge que de bleu. Le rouge étant une compétence non acquise à travers l'ensemble de l'échantillon. Et là, c'est qu'on voit, bien, il y a du travail à faire. Et donc, aujourd'hui, le panel, bien, c'est où est-ce qu'on va chercher ces compétences-là? Quels sont les besoins en matière de compétences? Rapidement, avant que je donne la parole à Mathieu, ce qu'on a remarqué, parce qu'effectivement, on a fait des croisements et tout, au niveau des architectes, les compétences de gestion, d'opération et d'implantation sont celles qui étaient les plus acquises, plus que les autres disciplines. Au niveau des ingénieurs, les compétences administratives, opérationnelles et techniques. Au niveau des fabricants, des compétences d'implantation. Au niveau des entrepreneurs, des compétences opérationnelles spécifiques, donc des usages spécifiques, l'estimation, la planification. Et au niveau des autres, les propriétaires, on regarde encore une fois des compétences opérationnelles d'implantation spécifiques. Donc, c'est un peu un portrait, et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir reprendre plus tard. Donc, c'est un peu un portrait qu'on voulait faire. Donc, avant de le donner à Mathieu, revenez à votre téléphone. Est-ce que vous croyez que l'offre de formation BIM au Québec est suffisante? Et Mathieu, je vais t'inviter à monter pendant que... Bon, ben, ça met bien ça met bien la table. Okay? Oui. Tantôt, on les avait. Clique ici pour avancer. Juste sur la... Okay, parfait. On va se donner encore un petit 30 secondes. Je pense qu'il y a une tendance assez grande. Une tendance assez claire, oui, puis ça me facilite le passage vers la prochaine section. Donc, les groupes de travail qui se penchent sur la formation existante au Québec. Avant de vous parler du groupe de travail formation, je vous lance ça comme ça. Probablement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ne savaient pas de quoi je parle. Je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel s'inscrivent les fameux groupes de travail. Donc, j'espère que rendu à cette heure-ci, vous avez une idée de ce qu'est la feuille de route gouvernementale pour l'implantation du BIM dans les projets publics. Donc, c'est une initiative qui est supportée par les donneurs d'ouvrages publics que vous voyez à l'écran. On est rendu à 8 donneurs d'ouvrages publics. Et donc, ces donneurs d'ouvrages publics se coordonnent de façon à harmoniser leurs pratiques quand vient le temps d'implanter le BIM dans les projets. Ça a deux bénéfices. Des bénéfices, évidemment, pour les donneurs d'ouvrages publics qui peuvent partager leurs expériences et commencer à s'échanger des idées pour les meilleures pratiques, mais ça a un bénéfice également pour l'industrie. N'importe qui a déjà participé à un appel d'offres sait que le nerf de la guerre d'un appel d'offres, c'est de comprendre les besoins du client. Donc, si l'ensemble des donneurs d'ouvrages publics que vous voyez là se concertent, se coordonnent de façon à harmoniser leurs pratiques, ça va faciliter la tâche à l'industrie de soumettre. Donc, ce que les donneurs d'ouvrages publics se sont rendus compte très rapidement, c'est que malgré tout le travail qu'ils font, là, si l'industrie ne suit pas, s'il n'y a pas une adhésion au niveau de l'industrie, ben, le virage numérique ne fonctionnera pas. Donc, c'est là que les donneurs d'ouvrages publics ont décidé de mettre en place des groupes de travail. Et les groupes de travail, donc, se penchent sur certains enjeux qui sont spécifiques à l'implantation du BIM dans les projets, dans les entreprises. Donc, on est rendu avec 6 groupes de travail. Celui dont je vais vous parler, c'est le groupe de travail formation. Il y a plus de 30 associations qui sont impliquées dans ces groupes de travail et plus de 140 participants. Les participants sont délégués par les associations professionnelles et les organisations de façon à avoir une plus grande représentativité. Donc, le groupe de travail qui se penche sur l'enjeu de la formation est composé de 45 contributeurs, 25 associations, et l'objectif est vraiment de brosser un portrait de l'offre de formation actuelle, et une fois qu'on a le portrait, on va pouvoir plus facilement ajuster la tendance de façon à favoriser la montée en compétences dans toute l'industrie. Pour y arriver,
on va identifier les compétences BIM qui sont enseignées dans les formations existantes. Et là, on s'entend, on a dû tracer un carré de sable. On s'est intéressé aux formations qui sont données dans les universités, dans les cégeps, les centres de formation professionnelle, et qui sont données par les associations professionnelles, donc les OBNL. Tout ce qui est formation privée, les formations sur mesure, on l'a laissé de côté. Évidemment, il y a plein de vidéos sur Internet. On ne dit pas que ce n'est pas pertinent, mais on a fermé notre carré de sable là. Donc, identifier les compétences BIM en demande dans l'industrie. Je pense qu'on va en entendre parler bientôt. Et en comparant ces deux données, en faisant le delta, on va arriver à identifier de possibles manquements à l'offre de formation existante. Et là, vous me confirmez avec ce que vous avez fait juste avant qu'il y a peut-être un manquement. Il y a quand même des petits constats. Ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on doit faire. Il y a quand même quelques constats puisqu'on a commencé la liste. Il y a environ 180 cours portant exclusivement sur le BIM au Québec. 71% des cours se donnent en ligne. Ça peut être une bonne nouvelle, c'est plus accessible. 63% des cours sont dispensés par les institutions collégiales et à peu près le même pourcentage sont des cours qui focusent principalement sur le volet technique. Et il y a quand même un équilibre naturel qui s'est formé. Vous voyez que tout ce qui est technique, c'est au niveau collégial et tout ce qui est plus managérial du côté OBNL associatif et universitaire. Donc, quel est l'impact pour l'industrie? Ce qu'on veut faire avec ces travaux-là, c'est aider les maisons de formation à constater le portrait global et voir s'il n'y a pas l'occasion de développer certaines fonctions, certaines formations. On ne souhaite pas créer des formations dans ce groupe. Donc, on veut juste qu'il y ait un constat. Les maisons d'enseignement vont faire le travail. Aider les usagers également à trouver les formations qui répondent à leurs besoins. C'est ça l'enjeu. Vous voyez, j'ai remis ce que Éric a présenté, c'est les ensembles de compétences de BIM Excellence. Et vous voyez que, je pense que c'est les deux premiers seulement, technique, opération, touchent vraiment à l'usage d'outils, mais il y a plein d'autres compétences auxquelles on pense rarement, qui sont nécessaires pour augmenter les compétences dans les entreprises, dans l'industrie en général. Alors, sur ce, passons au salon. Ouais. Merci Mathieu. Donc, Mathieu, là, je vais inviter mes panélistes. Donc, j'ai le professeur Conrad Botton de l'ETS qui va venir. J'ai Martin Vachon qui est coordonnateur au CDP Génie. Puis, j'ai Simon Brodeur du Cégep de Vieux-Montréal. Donc, on a quand même une belle représentativité au niveau des parcours puis des champs. Donc, on a au niveau de la formation collégiale, formation universitaire, formation continue, puis formation associative. Pendant qu'on s'installe, avez-vous un plan de formation BIM dans vos entreprises? Avez-vous travaillé là-dessus? C'est quand même une pièce maîtresse dans un plan de déploiement de dire quelles compétences qu'on doit cibler, qui doit les posséder et comment est-ce qu'on leur inculque. Donc, encore une fois, et ça, c'est une des compétences BIM, d'avoir un plan de formation, de développer un plan de formation, c'est une compétence qui est à développer. Pendant que le monde répond ici, je commencerai la question, puis je vais commencer avec Martin, étant donné qu'on est chez vous en termes de compétences, puis de comment tu vois l'offre en matière de formation BIM se développer au Québec. Puis c'est quoi les tendances, peut-être? Merci. Alors, Martin Vachon, coordonnateur ici au CDP Génie. Bienvenue à tout le monde. Alors là, j'ai mon chapeau de coordonnateur au lieu de mon chapeau d'organisateur. Alors, moi, je pense que je suis vraiment content de voir ce que vous nous avez présenté. Il y a de la business, ça veut dire que c'est intéressant. Puis les gens pensent qu'il y a de la place pour en développer des nouvelles. Fait que ça, c'est bon. Je pense que l'offre est fragmentée, puis si je me place à la place des clients, des utilisateurs, tout ça, je suis content de voir là, ce qui se fait parce que ça ne doit pas être évident de trouver ce que mes employés ont besoin en termes de formation. On voit que ce n'est pas systématisé. Je parlais avec des gens dans la salle ici, puis tu sais, les gens ici, la plupart, ils ont appris sur le tas. Donc, il n'y a pas eu de formation concrète là, pour la plupart du temps. Ici, au CDP Génie, là, notre clientèle, c'est une clientèle de deuxième cycle. Donc, on forme des ingénieurs, on forme des professionnels en exercice. Donc,
on a développé là, des micro-programmes, 4 micro-programmes à l'intérieur de notre maîtrise au niveau du BIM. Avec ce qu'on a eu le plus de succès dans les derniers temps, c'est plutôt des formations non créditées qui sont plus flexibles, plus souples, qui se donnent en ligne. Donc, il y a vraiment un appétit pour l'en ligne. On l'a vu tout à l'heure là, dans les résultats. Donc, on a axé là-dessus. Puis, dans les 2-3 dernières années, tout ce qui se véhicule ici, on a essayé d'axer beaucoup nos formations sur tout ce qui touche la collaboration, la gestion de changement. On axe sur le volet compétences de gestion dans notre offre. Je pense qu'il y a des besoins puis pour tout le monde. Je pense qu'il y aurait avantage à peut-être mieux cartographier ce qui se fait. Je suis content de voir que ça va se faire. Puis peut-être fédérer l'offre pour arriver pour que l'utilisateur en bout de ligne voit un peu mieux là, qu'est-ce qui existe. Merci Martin. Fait qu'effectivement, puis juste en passant, le recensement des formations qui a été fait par le groupe de travail est disponible dans la feuille de route, là, dans le document de la feuille de route là, comme annexe, où c'est un livrable là, qui est disponible sur le site Internet. Donc ça, c'est des éléments qui sont disponibles, qui sont issus du groupe de travail. Conrad, j'irai vers toi au niveau de la formation universitaire. Ça fait longtemps que tu t'enseignes à l'université, puis de voir comment est-ce que ça évolue, puis c'est quoi les tendances en matière de développement, puis peut-être aussi comment tu as vu ça évoluer. Merci, bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. C'est toujours important de discuter de ces questions parce que, surtout en ayant différentes perspectives, parce que c'est comme ça qu'on va trouver des solutions durables. Moi, ça fait 10 ans que j'enseigne le BIM à l'ETS et quand je regarde avec le recul, à l'époque, les apprenants venaient apprendre des logiciels. Donc, à l'époque, je me souviens, on passait beaucoup de temps à dire le BIM, c'est pas que du logiciel, c'est toute une approche, etc. Et à l'époque, on n'avait qu'un seul cours, on avait un cours de BIM à la maîtrise. Donc, c'était un cours où les étudiants venaient pour chercher à comprendre comment Revit, c'était le BIM, etc. Avec le recul, aujourd'hui, on a un programme court, un micro-programme, on a un programme de DESS et aujourd'hui, ce que les étudiants cherchent, c'est un peu plus, c'est différent. Aujourd'hui, ce qui intéresse les étudiants, de mon point de vue, de ma perspective, c'est beaucoup plus comment on va gérer des projets de construction avec le BIM, donc comment on va casser les silos. Et ça inclut beaucoup de points, comme par exemple l'interopérabilité, le transfert d'informations, la collaboration, etc. Et ce qui est important, c'est de savoir que l'ETS, c'est avant tout une école d'ingénierie. Donc, le fait d'avoir un programme court et d'avoir un DESS, ça ne règle pas pour autant la question parce que la vraie question, c'est comment on fait pour que nos ingénieurs, lorsqu'ils sortent, aient les compétences nécessaires. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut, par exemple, créer des cours, de nouveaux cours qui soient dédiés au BIM, mais on peut aussi intégrer le BIM aux cours existants. Donc, on a plusieurs façons de le faire et l'approche de l'ETS, c'est d'avoir les deux. Donc, il y a quelques années, on a eu une forte demande de l'industrie pour qu'il y ait des cours BIM au baccalauréat, parce que le cours BIM à la maîtrise était accessible à des étudiants de baccalauréat, mais ça ne résout pas le problème parce que, comme je dis, les étudiants du bac, comment on fait pour qu'ils aient les compétences nécessaires? Ça pose un certain nombre d'enjeux parce que lorsqu'on est une école d'ingénierie, les programmes sont accrédités. Programme accrédité, ça veut dire que vous ne pouvez pas retrancher, ajouter des cours comme vous voulez parce que le BCAPG doit accréditer un certain nombre de choses. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord créer un cours BIM au bac qui couvre l'ensemble des usages du BIM et ensuite faire en sorte que les compétences BIM nécessaires lorsqu'on a un cours d'estimation, par exemple, ou un cours de planification, comment on fait pour apprendre de la planification, mais supporté par le BIM. Donc ça, de mon point de vue, la tendance aujourd'hui, ou ce que j'observe, c'est comment on fait pour que la notion de collaboration soit enseignée. Je m'explique. Lorsqu'on est un ingénieur,
et qu'on essaye de briser le silo, c'est qu'on veut comprendre ce que l'architecte fait, ce que les autres parties prenantes vont faire dans le cadre du projet. Et casser le silo, ça veut dire aussi apprendre les compétences qu'on appelle les soft skills, les compétences douces qui vont contribuer au succès ensuite des projets BIM. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'ETS, on essaye aussi d'avoir des programmes avec des écoles de design, par exemple, avec des cursus de mécanique pour travailler ensemble sur des projets dans le cadre d'un même cours. Par exemple, on va avoir des cours qui vont impliquer des étudiants d'architecture, des étudiants de mécanique et des étudiants de construction qui vont collaborer et arriver à gérer un projet fictif, mais gérer un projet. Donc, aujourd'hui, on a quand même fait beaucoup de chemin. En 2015, il n'y a pas si longtemps que ça, mais lorsqu'on avait un cours BIM, les étudiants s'attendent à apprendre vite et on comprend aujourd'hui, on n'est plus du tout là. Et ce qu'il faut, pour résumer, je finis là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'étape où on se pose la question, est-ce que le BIM, c'est un outil ou pas? Mais on est à l'étape où on essaye de trouver les meilleures façons d'enseigner le BIM pour que le BIM serve véritablement à briser les silos et soit un outil ou une approche qui permette d'améliorer la collaboration, d'améliorer l'efficacité des projets de construction. Merci. Super, merci Conrad. Donc vraiment, je pense que c'est ça, puis étant dans la même plateau que toi, on voit une évolution là, au niveau de qu'est-ce qui est enseigné, mais aussi qu'est-ce que le monde cherche puis quand on fait les sondages au début des cours, le monde cherche à comprendre un peu cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle perspective, cette nouvelle mentalité à apporter, puis pour paraphraser, tu sais, la collaboration, ça ne s'enseigne pas, ça se vit. Donc, il y a une grosse emphase là-dessus. Simon, toi ça fait longtemps que tu roules ta bosse, essayer de former beaucoup de monde au Québec, beaucoup de monde qui sont passés à travers votre programme. Comment tu vois ça, la formation, puis les tendances? Bien, il y a une tendance très forte qu'on voit depuis 2-3 ans qui est qu'on a beaucoup plus de gens il y a beaucoup plus de gens qui veulent faire du BIM qu'avant. Je dirais dans les années 2015-2016, c'était encore très spécialisé. On avait seulement un crowd, pour utiliser un mot chinois, qui était vraiment des gens qui étaient intéressés à l'informatique, qui étaient intéressés à Revit, qui étaient intéressés à Dynamo, à de la programmation, etc. Aujourd'hui, on reçoit dans nos classes des centaines de personnes, puis on voit que les gens sont vraiment... il y a un niveau général de BIM qui est répandu, mais il est moins avancé, moins spécialisé. Donc, c'est plus du BIM de masse, d'une certaine façon, qu'on va faire. L'autre chose qu'on a, c'est que depuis 3 ans, au CVM, on a du BIM aussi beaucoup au niveau de notre deck en architecture, ce qui n'est pas du tout répandu encore dans les cégeps, mais il y a certains cégeps qui le font. Dès la première année, les étudiants sont amenés à travailler en collaboration, faire des modèles collaboratifs. Ils font ça pendant 3 ans jusqu'à leur graduation. Donc, ça fait, on a à peu près 250 étudiants là, au DEC. Donc, ça fait des technologues en architecture qui ont aussi bien toute la formation, je dirais, de la technologie de l'architecture, tout ce qui est l'aspect technique de la construction. Puis par ailleurs, ils ont également les outils de modélisation et de collaboration qui viennent avec ça. Donc, quand ils terminent leur deck, ils sont déjà passablement avancés. Il faut dire aussi que c'est la même chose en génie mécanique, là, puis dans d'autres domaines. Une grosse proportion des étudiants des cégeps qui étudient dans les techniques, c'est à peu près 50% des étudiants au Québec qui vont au cégep qui étudient dans les programmes techniques en passant. Puis de ce 50%-là, il y en a une très forte proportion qui va à l'université après. Je me souviens que Daniel Fogg me disait qu'un des problèmes à l'ETS, c'était que avec la grande quantité d'étudiants qui arrivent des decks techniques, ils sont déjà beaucoup plus avancés en termes techniques que ceux qui arrivent des decks généraux. Donc, eux, ils se trouvent à refaire la première année de bac. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait au cégep, d'une certaine façon. Donc, ça, c'était une problématique à l'ETS à l'époque, je me rappelle. Maintenant, ben c'est ça. Donc, avec les étudiants d'architecture qui arrivent déjà formés, fortement habiles avec les outils, la collaboration, les différents outils de collaboration puis d'intégration des données, ben eux arrivent, supposons, à l'Université de Montréal en architecture, c'est sûr qu'ils vont trouver qu'il faut que ça change. Donc, c'est le genre de situation qu'on va voir.
Par ailleurs, il y a une autre tendance importante, c'est qu'avant, on avait des programmes spécialisés, modélisation des données du bâtiment ou coordination de maquettes numériques. Maintenant, on ne fait pas seulement du BIM dans ces programmes-là, on en fait également dans nos autres programmes spécialisés en formation continue, surintendant de chantier, estimation, etc. On en a plusieurs. On a 7 programmes spécialisés dans la construction. Et on a beaucoup de gens, comme en génie civil, qui viennent se requalifier. Comme surintendant de chantier, par exemple, c'est des gens souvent qui ont subi des blessures. On parlait tout à l'heure des exosquelettes. Donc, souvent des gens de chantier d'expérience qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience vont venir au cégep pour se requalifier pour pouvoir continuer à travailler dans l'industrie, mais à un niveau plus surintendant ou gestionnaire, ou etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis, on introduit des méthodes BIM là-dedans dans notre cours de surintendant. C'est ça qu'on fait. Là. Il y a des cours spécifiquement sur l'utilisation des maquettes numériques en chantier. Puis, c'est des gens de vos entreprises, en passant, qui viennent travailler au cégep comme chargé de cours puis qui enseignent ces méthodes-là, puisque c'est des méthodes utilisées par l'industrie. En terminant, il y a aussi, ce qui est important, c'est de voir que donc, on a l'intégration dans les programmes existants, comme M. Botton le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait du BIM dans des programmes qui ne sont pas axés sur le BIM, mais qui sont axés simplement sur l'expertise de construction au niveau technique. Et il faut dire aussi qu'à la formation continue, dans nos programmes crédités, 60% de nos étudiants sont des gens qui ont déjà un diplôme universitaire. Donc, il y a beaucoup d'architectes, d'ingénieurs qui viennent souvent d'autres pays, qui arrivent ici comme immigrants et qui viennent se requalifier à des méthodes plus, je dirais, au goût du jour pour pouvoir intégrer l'industrie par la suite. Donc, c'est 60% et plus là, de nos étudiants qui possèdent déjà des diplômes universitaires. Il y en a déjà, d'ailleurs, qui viennent de l'ETS pour suivre des micro-programmes chez nous pour se plonger dans des méthodes spécifiques de travail. Donc, ça arrive aussi, beaucoup d'étudiants universitaires qui viennent au cégep pour se spécialiser par la suite. Donc, voilà. Super, merci Simon. Donc, intéressant quand même là, de voir, je pense, une des choses, c'est de l'espèce de diffusion de ces principes-là dans les... de désenclaver ça, puis de rentrer ça. Je pense que l'exemple de cours sur la surintendance est vraiment particulier parce qu'effectivement, on parle beaucoup de comment est-ce qu'on rend le BIM dans le chantier, comment est-ce qu'on le fait percoler dans la chaîne d'approvisionnement, puis c'est à travers ces formations-là plus orientées techniques, plus orientées professionnelles. Tu sais, on a pas parler de DEP non plus là, dans les métiers, mais il va y avoir un gros rattrapage aussi de ce côté-là pour être sûr que les ouvriers puis la main-d'œuvre, elle est qualifiée, elle est capable de travailler avec ces outils-là qu'on s'en vient, qu'il n'y ait pas une espèce de barrière, tu sais, à un moment donné, là, oui, on fait toutes ces belles affaires-là, ces belles maquettes, mais sur le chantier, ben, c'est un gars avec un morceau de papier puis un marteau, puis qui se pose la question, qu'est-ce que je fais? Mathieu, toi qui est la mouche sur le mur du groupe de travail, ben plus que ça, là, mais quand même, mais qui entend toutes les au moins, discussions autour de ça. J'ai passé la phase de larve, fait que je suis une mouche, ouais, c'est pas pire. C'est bon. Pas pire. Qui entend ça, comment tu vois ça? Ouais, non, mais c'est ça, les tendances, en effet, là, c'est pas scientifique comme constat, mais il y a quand même, on a demandé au groupe de travail quelles sont les tendances, quels sont vos besoins, et quelque chose qui ressortait beaucoup et qui était d'ailleurs dans ce que tu as présenté, ce qui était le moins mature comme ensemble de compétences, c'est tout ce qui touche aux usages de cas. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser la donnée? Les gens veulent des formations sur des usages spécifiques, que ce soit la coordination interdisciplinaire ou des simulations énergétiques. Donc, ça, c'est une tendance que je vois. Et comment est-ce que je vois l'offre en fait, la façon que je lisais la question, c'est est-ce que tu as un souhait? J'ai le souhait qu'on appuie davantage sur toutes les compétences de collaboration. Donc, je buvais tes paroles, Conrad. C'est vraiment important. Je ne me relancerai pas dans toutes les explications pourquoi, parce que Conrad l'a très bien présenté, mais ce serait peut-être intéressant de réfléchir pourquoi c'est négligé actuellement. C'est négligé parce qu'on en est, quand on y repense, on est quand même au deuxième virage numérique dans l'industrie de la construction. Hein? On est passé du papier à la conception assistée par ordinateur. Fait qu'on se dit, c'est peut-être la même chose. Tout ce qu'on a fait à cette époque-là, c'est d'apprendre un nouveau logiciel. Mais la façon de travailler demeurait la même. On continuait à faire du dessin vectoriel, on continuait à noter les plans de façon exhaustive, puis on continuait à se référer à des devis. Maintenant, c'est différent.
on fait du dessin paramétrique, l'information est centralisée. Donc ça va changer la façon, c'est pas juste l'outil qu'on apprend, on change notre façon de travailler et les relations qu'on a avec les autres professionnels. Donc c'est ça qu'on doit développer et il ne faut pas le négliger parce que souvent on l'oublie que c'est nécessaire, on l'oublie qu'on n'est pas en train de répéter le passage de papier à CAO. C'est différent. Merci Mathieu. J'ai une autre petite question, m'assurer que vous êtes là encore. Êtes-vous en mesure de bien évaluer les compétences acquises au sein de vos organisations? Donc, tout le monde a dit ici, il y a une majorité que vos organisations, vous avez toutes les compétences que vous avez besoin. Êtes-vous capable d'évaluer, en fond, est-ce que vous avez la preuve empirique que vos organisations ont les compétences nécessaires? Fait que là, d'un point de vue scientifique, ça me concerne un petit peu, là, parce que tout le monde a dit que oui, on les avait, mais là, vous ne les mesurez pas. Donc, question pour vous autres, pour le panel. Comment qu'on fait pour reconnaître les compétences acquises, puis comment est-ce qu'on fait pour assurer la qualité de prestation de service? On va peut-être, c'est une question en deux temps. Je vais commencer avec juste reconnaître et évaluer les compétences acquises. Puis c'est quoi les programmes en place, puis comment est-ce que vous le faites au sein de vos programmes? Je vais commencer avec toi, Martin. Vous m'entendez? Le niveau de maturité des organisations, je pense qu'il est encore très jeune là, dans le domaine du BIM. Fait que peu importe le milieu, là, mesurer compétences, ça reste toujours un défi. Il y a un enjeu, là, c'est des besoins de compétences qui sont interprofessionnels. Donc, on l'a vu ce matin, là, peu importe les ingénieurs, les technologues, les architectes, tout le monde a besoin de développer ces compétences-là. Nous, ce qu'on fait, on essaie de se coller sur les besoins de la clientèle. Après ça, on s'assure de développer des formations qui sont en lien avec ce que les gens nous demandent. On s'assure d'évaluer après ça, puis de corriger les formations qu'on développe. Puis on est encore très, très nouveau là, dans ce secteur-là. Donc, c'est un défi. C'est tout un défi. Je ne vous en cacherai pas. Est-ce que donc je retiens que, dans le fond, il y a aussi une proximité avec l'industrie pour vous attendez à ce que l'industrie vous dise un peu qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Puis je ne sais pas, Conrad, je vais peut-être répondre à ça. Puis vas-y. Moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, là, tout ce qui touche là, le pouls des organisations, des diagnostics de compétences, c'est très, très riche. Ça vaut de l'or, ces trucs-là. Donc, il faut qu'on se base là-dessus pour voir ce que les gens ont besoin, puis aller dans ce sens-là, puis continuer à les sonder, parce que la technologie puis le marché évolue tellement vite. Simon en a parlé tantôt, en 2015, c'était hier, puis il y avait un truc, puis là, aujourd'hui, 8-9 ans plus tard, le marché a probablement changé. Donc, c'est difficile de se coller sur le marché parce que la technologie puis les gens évoluent très, très rapidement. Conrad, au niveau universitaire, qu'est-ce qu'on fait? La reconnaissance des compétences c'est un système qui est assez bien ancré, mais comment est-ce que tu vas au deuxième cycle, puis la notion de micro-programme et tout, puis qu'est-ce que tu en penses? En tant qu'université, la formation, elle est sanctionnée par un certificat ou par un diplôme, et ça, c'est quelque chose qui est bien ancré. Mais ce que je remarque de plus en plus, c'est vu que l'offre se diversifie, on a vu à différents niveaux ou différentes organisations qui proposent des offres, il y a comme un besoin de la part des apprenants aujourd'hui d'avoir comme des certificats ou des certifications qui permettraient de pouvoir comparer ou se positionner. Et moi, quand dans mes cours, je dis à mes étudiants, lorsque vous avez fait le micro-programme BIM de l'ETS, vous pouvez avoir une certification d'une organisation externe. Les étudiants sont très intéressés parce que ils voient ça avant tout comme une façon de se démarquer des autres avec qui ils ont la même formation. Donc, c'est quelque chose qui permet de se dire, OK, j'ai un diplôme, mais j'ai aussi une certification. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est arriver à trouver à normaliser un peu, je ne sais pas si c'est le bon mot, normaliser un peu
l'offre de formation pour être capable de pouvoir se situer et en fonction du niveau, indépendamment de ce qui est fait dans chaque organisation. Voilà, je peux développer plus, mais je vais laisser la parole aux autres. Ben c'est ça, hein, c'est d'avoir une espèce de référentiel qui va nous permettre de pouvoir évaluer à juste part, à part égale, c'est quoi la compétence, qu'est-ce qu'elle vaut, puis est-ce que la personne l'a vraiment. Je sais pas de ton côté, Simon, puis peut-être aussi, tu as ouvert la porte au niveau des certifications. Simon, j'aimerais ça t'entendre là-dessus aussi, puis sur la reconnaissance des compétences. Oui, bien, au Canada, on a quand même Building Transformation qui fait de la certification. Par contre, c'est une certification qui n'est pas liée à des examens, donc c'est plus lié à l'expérience puis la reconnaissance du temps passé dans des projets professionnels. Il y a également Building Smart International qui a lancé un programme de certification depuis quelques années. Moi, ça fait depuis 5 ans que j'ai travaillé beaucoup avec eux au niveau international. Maintenant, au Canada, on a Building Smart Canada, qui est le chapitre canadien de Building Smart International, qui offre un programme de formation associé à une certification avec 3 niveaux. Donc, le niveau fondement, le niveau coordination opérationnelle, puis le niveau management. Le niveau coordination puis le niveau management va être offert probablement 2025-2026. Pour l'instant, on n'a que le niveau fondement qui est disponible, mais quand même lié à un examen, puis demande quand même que les intervenants se forment puis apprennent à comprendre comment fonctionnent les données dans un processus de collaboration, la pérennité, etc. Évidemment, ils ont un angle Open BIM, là, ce qui est une orientation spécifique par rapport au marché, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un examen objectif qui vient mesurer les connaissances des gens qui sont impliqués dans cette formation-là. Donc, ça, c'est un petit peu comme ce que vous disiez à l'instant. Ça répond à un besoin. On voit que malgré le fait que les institutions publiques comme les cégeps, les universités vont donner des diplômes qui sont sanctionnés par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc qui sont la certification qui mène à une profession ou à un ordre de technologue, d'ingénieur, d'architecte, eh bien, il y a quand même le besoin senti dans l'industrie de vouloir avoir une reconnaissance supplémentaire des capacités des individus à accomplir certains niveaux de projet en BIM. Et puis, on voit que les entreprises sont intéressées aussi de pouvoir sélectionner ou voir le niveau de compétences des individus en lien avec une certification professionnelle. Donc, ça existe dans plusieurs domaines, puis on voit que dans le BIM, ça commence à prendre forme également. Mathieu, de ton côté, au niveau des associations, puis ce que tu vois dans le groupe de travail, est-ce que toute la notion d'établissement de cadre de compétences, de cadre de, j'ai le mot en anglais, Learning Outcomes Framework, là, un cadre d'apprentissage normalisé, puis une certification, est-ce qu'il y a un appétit? Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui se discute? Il y a certainement un intérêt. Je pense qu'il y a toujours des collectionneurs en nous qui cherchons des certifications pour améliorer un peu notre profil professionnel. Mais j'irais peut-être plus loin que ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une phase de transition en termes d'acquisition de compétences. Parce que, comme Conrad l'a expliqué, je pense que d'ici une dizaine d'années, toutes ces compétences-là qu'on recherche actuellement, elles vont se donner au niveau du bac, elles vont se donner au niveau des formations professionnelles. Ça va être plus intégré. Actuellement, on est dans une phase de transition, donc on envoie quelqu'un de l'entreprise aller chercher une compétence ici et là dans des formations continues. Je pense qu'il faut mettre l'emphase sur le transfert des connaissances. Donc, quand cet individu revient dans l'entreprise, qu'il puisse transférer ces connaissances-là et faire profiter l'ensemble de l'entreprise. Donc, oui, c'est important. Je pense que c'est transitoire et ça va toujours continuer à être important au niveau de la formation continue. On se met à jour et tout, mais le portrait va changer au cours des prochaines années, très certainement. Super. Merci. Merci pour vos réponses. J'ouvrirais, c'est toujours le fun d'avoir une interaction. Est-ce que vous pouvez poser vos questions si vous êtes trop gêné pour aller au micro? Vous pouvez poser vos questions ou vous pouvez venir au micro, bien évidemment. Donc, les deux options sont ouvertes si vous avez des questions. Donc, on a quelqu'un au micro. Oui, bonjour. OK, ça fonctionne. C'est plus une question pour M. Robitaille.
Nous, notre entreprise, elle a été sollicitée par des entreprises privées qui font des formations en nous indiquant, en nous offrant de faire des audits dans le cadre de la feuille de route pour ensuite devenir certifié BIM, on va dire, dans le but d'avoir peut-être de l'aide gouvernementale, d'avoir des subventions qui peuvent aller jusqu'à environ 50 000 $, là, tout dépendant. Je veux savoir si c'est vraiment, si ça existe encore et aussi, est-ce que c'est la bonne chose à faire, la bonne voie à faire pour une entreprise ou un secteur d'entreprise qui veut faire un virage BIM? Oui, ce que vous parlez, c'est probablement l'IQC 4.0. Je vais vous avouer que ce n'est pas mon dossier. Je vais faire monter mon collègue sur scène. Non. Mais oui, c'est quelque chose qui existe toujours. Le groupe BIM du Québec est impliqué là-dedans. Il y a également l'Institut de la gouvernance numérique qui s'occupe de gérer ce programme. Donc, je dirais que c'est une bonne première étape. L'audit, dans le fond, vise à constater qu'est-ce qu'il y a comme compétences ou où l'entreprise en est rendue en termes de sa transformation numérique. Et face à ces constats-là, après, il y a un plan, on en parlait au début, là, un plan de formation qui pourrait être mis sur pied. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se regarder dans le miroir avant de mettre le plan en place. Et ça, dans n'importe quel domaine, BIM ou pas, architecture ou pas, on a de la difficulté à faire ça. Il faut prendre une pause au début, planifier comme il faut, puis ensuite. Donc oui, je dirais, si on parle de la même chose, je dirais que c'est quelque chose d'important. OK. Et aller vers ces compagnies privées de formation, c'est la bonne approche à prendre aussi? Est-ce qu'il y a d'autres options? Je vous inviterais, il y a le kiosque justement dehors pour vous pouvez poser ces questions-là. Dans le fond, l'IQC 4.0, c'est un processus normalisé, donc peu importe la compagnie qui le fait, elle suit une recette qui est encadrée par le groupe BIM du Québec. Je le sais, je l'ai mis en place. Fait que c'est là que les données sont venues. Donc, c'est une approche qui va être équitable puis qui va être répétable, rigoureuse là, à travers les entreprises. Donc, vous allez avoir le même niveau de service, peu importe la compagnie avec qui vous travaillez. Mais je vous invite, c'est ça, à poser vos questions. Là, Charbel sont là pour répondre à ces questions-là. Parfait, je vous remercie. Merci. J'ai quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, vas-y, Simon. Pendant ce temps-là, je peux répondre à la question. Est-ce que la prochaine fois qu'un enseignant au niveau de l'architecture, oui, on va refaire le panel. Fait que vous voulez un autre panel comme ça, c'est ça ce que je comprends. Fait que oui, on va le refaire, puis après ça, on va inviter quelqu'un d'une école d'architecture, assurément. Vas-y, Simon. Moi, j'arrête pas de demander à mes profs en architecture de venir ici à ma place, puis ils veulent pas venir. Fait que je suis pris pour venir. Non, je voulais souligner l'apport extrêmement important des firmes de consultants au Québec. Il y en a plusieurs, je ne les nommerai pas juste pour ne pas faire de favoritisme, mais j'en connais plusieurs. Il y a plusieurs de ces gens-là qui ont déjà enseigné chez nous ou dans d'autres collèges, d'autres universités. Et puis, c'est important de considérer ces firmes-là comme des firmes qui sont aptes à vous former de manière plus spécialisée sur des besoins très spécifiques que nous, en tant que cégep, on aurait du mal à rencontrer comme niveau d'expertise spécialisée. Je pense que c'est la même chose pour toutes les formations continues. Là, on donne de la formation continue aussi en entreprise, mais à un niveau très spécialisé. Là. Il y en a plusieurs dans la salle que je connais ici qui sont d'excellents consultants et qui sont capables d'amener votre entreprise beaucoup plus loin que ce n'importe quelle formation continue pourrait le faire là, au Québec. Donc, leur rôle est extrêmement important. C'est souvent d'ailleurs eux qui accompagnent les grands donneurs d'ouvrages ou les grandes entreprises dans leur processus de projet BIM. Puis c'est très important, leur rôle dans les projets. Bien, je pense qu'on a notre sujet de prochain panel l'année prochaine. La dernière question sur les tendances de formation en ligne versus les besoins de développer la collaboration. Je pense que c'est un beau défi, puis on va le prendre en note, puis on va en parler l'année prochaine. Je vais remercier le panel. Merci beaucoup. Merci pour votre interactivité et votre participation cet après-midi. Thierry, merci beaucoup.